billet, si je schématise, de 100 euros, ne vaut plus rien, en fait. Il ne vaut plus qu'un bout de papier. Oui. Un mark en 1913, il en faut 250 milliards du mark de 1918 et 750 milliards du mark de 1923. Pour donner une petite idée. Ça fait des brouettes, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait à 3 millions de pourcents par mois, la pire année, d'inflation. Mais il y a une part de mystère là-dedans, parce que finalement, il y a une part de mystère presque... Mais parce qu'on considère, parce qu'on a oublié que l'économie, il y a des ressorts psychologiques. C'est sûr, si on appartient aux écoles qui ont beaucoup mathématisé et américanisé l'économie depuis les années 50, la grande corporation, qui finalement étaient les économistes du complexe militaro-industriel, effectivement, on ne comprend pas ça. Quand, comme moi, on appartient à... Enfin, on se revendique de l'école autrichienne, donc cette branche des libéraux, qu'on a de la tendresse pour les monétaristes comme Friedman, eh bien, on comprend finalement que l'économie étant une science morale, étant la science des choix, étant une réflexion sur l'action humaine, il est normal que la psychologie, que les notions de confiance, notamment, que la subjectivité aussi individuelle joue une part très importante. Et donc, effectivement, la confiance dans ce qui est un jour un bout de papier, le lendemain un billet, et puis le troisième jour encore un bout de papier, sont des mécanismes psychologiques qui sont extrêmement importants, qui sont individuels, mais qui sont aussi, comme dans les phénomènes de panique boursière ou financière ou bancaire, des phénomènes moutonniers. Oui, forcément. Et alors, très bien, maintenant il y a une question. J'ai compris comment on entrait dans l'hyperinflation. Ça, j'ai bien compris. Je crois avoir discerné sans peine son lot de drames qu'elle génère, finalement. Mais ma question, c'est comment s'en sort l'Allemagne? Comment est-ce qu'elle en sort? Alors, il y a un petit préalable pour comprendre comment elle s'en sort en 1925, date à laquelle les Américains ne s'y trompent pas et voient bien que l'Allemagne est en train de voir le bout du tunnel. C'est la prise d'indépendance, qui va faire aussi écho à la période actuelle, la prise d'indépendance de la banque centrale à laquelle vous avez fait référence, la Reichsbank. La Reichsbank. Donc c'est 1923, évidemment, c'est la pire année. Elle prend son indépendance et ça pose immédiatement le débat de la question de l'indépendance ou pas des banquiers centraux vis-à-vis des gouvernements. Et le fait qu'elle prenne son indépendance, chacun jugera, mais n'est en tout cas pour l'Allemagne à l'époque pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous avez à côté de l'État, vous avez à côté du gouvernement, une puissance non élue qui fait de la politique à côté de ceux dont c'est le métier, ou en tout cas la vocation. Bien sûr. Et on voit aujourd'hui nos banquiers centraux, américains, européens à Francfort, eh bien, faire de la politique à côté de nos chefs d'État ou de nos chefs de gouvernement. Donc il y a d'abord ce préalable, et c'est là qu'intervient aussi le commissaire à la monnaie de l'époque, Schacht, qu'on a un petit peu cité. Qui était le banquier d'Hitler. Exactement, qui ensuite est devenu le banquier d'Hitler, parce que là, finalement, 1923, qui est Hitler à l'époque? Il vient de faire le putsch de la brasserie. Qui était un génie. Dont on dit qu'il était un génie. En tout cas, là, il vient de rater son putsch à Munich. Il est en prison, il écrit Mein Kampf, donc il n'est pas encore le banquier d'Hitler, Schacht. Non, il n'est pas encore le banquier d'Hitler. Mais il va devenir ce banquier d'Hitler. Et surtout, c'est à Schacht que l'on doit, et je viens à votre question, que l'on doit la création d'une nouvelle monnaie, finalement, qui est le Rentenmark. Le Rentenmark. Voilà, le Rentenmark. Ce Rentenmark, finalement, il va sortir l'Allemagne. Il est un des éléments qui contribue à faire sortir l'Allemagne de la difficulté, même si derrière, il y aura une grosse politique paradoxalement, de relance, parce que elle va devoir aussi être financée. C'est pour ça que je dis paradoxalement, mais pour en rester sur le Rentenmark, c'est une monnaie qui est assise sur quelque chose. Alors, pas sur l'or, parce que l'Allemagne n'en a plus, que payant ses réparations, tant bien que mal, eh bien, elle est plutôt mal que bien, elle n'a plus du tout de réserve d'or. Le Rentenmark est assis, il est gagé sur le capital industriel, ça elle en a, et le capital foncier. Ce qui est un coup de génie. De l'Allemagne. Ce qui est un coup de génie. Et ce n'est pas le seul, il y en aura un autre après pour contourner justement les articles du traité de Versailles qui lui interdisaient de se réarmer. Elle va avoir un autre coup de génie dont on voit aussi un écho avec un clin d'œil, je dirais, avec les... Oui, parce qu'à partir du moment où il fait ça, finalement, il redonne à la monnaie sa valeur. Bien sûr. Une valeur, en tout Bien cas, sûr. qui n'est plus celle qu'elle avait connue, mais il lui permet
d'être du coup indexé sur une donnée objective, de retrouver Tangible. un indice de confiance et du coup de pouvoir recommencer Tout à fait. à avoir une économie qui investit, qui circule, qui thésaurise. Et on comprend pourquoi c'est 1925 que les Américains ont attendu et choisi avant de revenir, enfin de venir et de faire les fameux gros investissements qu'on évoquait à l'époque, ces prises de participation. C'est une fois effectivement que l'Allemagne est optée pour ce Rentenmark qui vient redonner de la confiance. Mais il n'en Une vraie demeurera pas confiance. moins que, bon, même si les historiens disent que sans lui, la crise des années 30 aurait été dramatique finalement, et on comprend assez bien finalement à la lumière de ce que vous dites, elle aurait été dramatique parce que il n'y a rien de pire que traverser une crise économique avec une monnaie Bien sûr. qui ne vaut plus rien. C'est Bien un sûr. cercle vicieux. La Bien monnaie sûr. qui ne vaut plus rien entraîne la crise économique dont on ne peut pas sortir Mm. puisque la monnaie ne vaut plus rien. D'ailleurs, comparativement, l'Allemagne, paradoxalement, s'en sort un peu mieux par rapport à la crise de 29. Elle est moins frappée par la crise de 29 parce qu'elle a justement traversé des difficultés pires bien avant, qu'elle a trouvé effectivement cette solution. Elle redémarre en fait. Et qu'elle redémarre. Et donc, par rapport aux États-Unis, évidemment, par rapport à l'Angleterre, par rapport à la France, l'Allemagne, évidemment, est aussi affectée par la crise de 29, mais dans une mesure qui est atténuée par ce Rentenmark et par, en effet, ce qu'on peut véritablement appeler un coup de génie. Et alors ce coup de génie ne va pas échapper à Hitler. Non. Ce coup de génie ne va pas échapper à Hitler, qui voit donc dans ce banquier, dans ce commissaire de la monnaie, un allié de poids pour gérer les affaires économiques sous le Troisième Reich. Oui. Et c'est là qu'entre dans la danse, on a parlé des industriels, mais qu'entre dans la banque, je l'ai dit, qu'entre dans la danse, les banquiers américains. Donc la JP Morgan est de la partie. Absolument. La Harriman est de la partie. Absolument. Et puis, un troisième acteur... non des moindres. Non des moindres. Dont le nom de famille, au moins, peut-être pas le prénom, mais dont le nom de famille est familier. Dont son prénom, au moins, pour l'instant. Prescott. Prescott. Je présume que Prescott ne dit rien à personne, mais le nom de famille, lui, va évoquer beaucoup de souvenirs. En 4 lettres, c'est Prescott Bush. Donc, quand on dit Bush, on pense évidemment immédiatement à 2 présidents américains, George pour le père et George W. pour le fils. Et donc, Prescott Bush est le grand-père de George W. Bush, et donc le père de George Bush. Et d'ailleurs, sur un portrait de Prescott Bush, eh bien, la ressemblance avec tant le fils que le petit-fils, peut-être plus le petit-fils, est assez frappante. Donc Bush, sans rentrer dans les détails, Bush, Harriman, JP Morgan sont de la partie pour financer ces investissements, pour prêter aussi notamment à la IG Farben les fonds qui vont lui permettre, à la fin des années 20, au début des années 30, de financer la bagatelle de 45% des frais de campagne électorale d'Hitler. D'ailleurs, toute ressemblance avec la période actuelle ou la période de 2017, où des frais de campagne auraient été remboursés par des industriels américains ou pas, serait purement fortuite. Donc, on a cette réalité dans un contexte où donc les banquiers entrent dans la danse, où j'ai dit qu'à la fois la chimie, la radio, l'électricité, l'automobile, les télécommunications sont plus ou moins aux mains des Allemands et des Américains, aux Américains à travers les Allemands. Et puis on peut rajouter au niveau bancaire et financier la création en 1930, je crois, de la BRI, la Banque des règlements internationaux. Avec une véritable problématique absolument, avec la BRI qui a joué un rôle central. Tout à fait. On dit d'ailleurs que sa légendaire neutralité, ou en tout cas une partie de sa légendaire neutralité, eh bien, elle en tire profit. En tout cas, elle l'explique par le fait qu'elle est le siège de la BRI et que donc, étant le banquier des banquiers centraux, elle ne peut pas se permettre de prendre parti dans quelque conflit que ce soit. Or, elle a récemment pris position, à ma grande surprise, dans le conflit russo-ukrainien. Donc, cette partie-là de la copie est à revoir. Donc, ce que je veux dire sur la BRI, c'est qu'évidemment, là encore, on crée la BRI officiellement pour que les Américains puissent aider... non, là j'ai dit le fait officiel, mais pour aider l'Allemagne à payer ses réparations. En réalité, évidemment, ça devient une plateforme d'investissement direct à l'étranger des États-Unis en Allemagne. Donc, ce fait n'est pas inintéressant. Oui, il y a pire, parce que finalement, pire, je ne sais pas, mais ce qui est intéressant avec Bush,
avec Prescott Bush, c'est qu'au fond, il avait des liens très étroits, on l'a dit tout à l'heure, avec quelqu'un qu'on a dit tout à l'heure, qui était Fritz Tyson. Fritz Tyson, j'ai financé. J'étais le banquier d'Hitler, j'ai payé Hitler. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que comment est-ce que Fritz Tyson a payé Hitler et comment est-ce que finalement on a réussi à réindustrialiser l'Allemagne à travers l'armement, c'est à travers tout un tas de sociétés écrans un peu partout dans le monde finalement. Et Bush a participé à ces sociétés écrans, a financé ces sociétés écrans qui ont contribué donc au réarmement de l'Allemagne. Oui. Et l'autre outil, je dirais le second coup de génie de cette période, c'est la création par l'Allemagne finalement on pourrait dire d'une émission de lettres de change. Absolument. Ou qu'on appelait les certificats du Trésor allemand, certificats du travail du Trésor pour être précis, et qui ne présentaient pas de taux d'intérêt, qui n'était adossé sur rien du tout. Là, donc pour le coup, on est vraiment sur autant le Rentenmark redonne de la valeur aux marques, autant ici, on est sur un ancêtre de l'hélicoptère-monnaie. On est sur un ancêtre de cette monnaie qui n'est adossée sur rien et qui, surtout pour l'Allemagne à l'époque, ne laisse aucune trace comptable sur le marché d'échange. Or, ce qui était important dans le traité de Versailles, c'était précisément que l'Allemagne ne se réarme pas. Qu'elle va peu à peu se réarmer au fur et à mesure que l'Allemagne va émettre ses bons du Trésor, qu'elle va faire travailler ses ouvriers et les payer en bons du Trésor, en tout cas, ce qu'on appelait les méfaux. Hein, le M, c'est encore la métallurgie, parce que Fritz Thyssen est de la partie, je vous rappelle, c'est le milliardaire de l'acier en Allemagne. Eh bien, elle émet ces certificats du travail qui, finalement, ne laissent aucune trace comptable et permettent petit à petit d'avoir le plus important, c'est-à-dire des biens d'armement qui sont produits d'un côté, effectivement, les banques qui vont financer indirectement l'Allemagne et lui permettre donc de se réindustrialiser, de se réarmer, et de l'autre, cette émission de ces lettres de change qui vont passer, je vais dire inaperçues, mais c'est un peu l'idée. Oui, tout à fait. Et puis pour quand même tout ce qui ne peut pas être acheté avec ces bons qui sont quand même qui circulent en circuit fermé, eh bien l'Allemagne finalement a pris un petit peu l'habitude de faire du troc avec le traité de Versailles et donc avec certains des partenaires qui veulent bien commercer avec elle, eh bien il remet en place un système de troc tout simplement. Voilà. Donc finalement l'Allemagne confrontée aux pires difficultés, elle invente l'hélicoptère-monnaie. Elle comprend qu'il faut revenir à une assise de la monnaie, capital foncier, capital industriel, à défaut d'avoir de l'or. Et finalement, voilà, comme à chaque fois, acculée, eh bien, elle a des idées, toutes ne sont pas, il faut préférer le Rentenmark évidemment au méfaux, à ces bons, à ces certificats, ces lettres de change de l'époque, très, très clairement. Mais on voit bien qu'il y a une inventivité, une créativité de l'Allemagne lorsqu'elle est confrontée aux pires difficultés. Et on voit d'ailleurs, je pense à ça, parce que le dernier coup de génie, une personne qu'on cherche à acculer aussi, c'est Poutine, qui a dit vous ne voulez plus, vous avez gelé mes réserves de change en euros et en dollars, eh bien vous payerez en roubles. Ce qui à la fois soutient le cours de la rouble et lui permet d'avoir des euros et des dollars qu'on voulait lui friser. Évidemment. Donc, voilà, comme à chaque